Bonjour, je suis le docteur Wali, représentante du laboratoire GSK et je travaille au département médical en charge de tout ce qui est anti-infection. Donc aujourd'hui c'est un sujet d'actualité, le bon usage des antibiotiques et l'antibiorésistance. Vous savez que l'OMS depuis 2015 en a fait sa priorité vu le nombre de résistants de plus en plus croissant et de plus en plus d'antibiotiques. Donc sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet, mais avant, faisons... Ça passe par un... Pardon? Non, aucun des deux. Donc, on va d'abord parler des infections communautaires parce que vous, en pharmacie, le premier motif de consultation que vous recevez, c'est des patients en général avec des infections respiratoires. Et on sait que la première cause de prescription d'antibiotiques, c'est les infections respiratoires. 70% des antibiotiques, des prescriptions d'antibiotiques se font dans les infections respiratoires et dans les âges extrêmes, c'est-à-dire chez les jeunes enfants et chez les personnes âgées. Et bien sûr, on voit bien comment c'est par rapport aux autres pathologies que c'est l'indication la plus fréquente. Et de là, on voit qu'on va avoir des antibiotiques de plus en plus prescrits, des résistances, et c'est un fardeau économique. Ces menaces de santé publique, ça concerne aussi bien, auparavant on parlait d'infections en milieu hospitalier, mais malheureusement de plus en plus en milieu nosocomial, en médecine de ville, on voit de plus en plus de résistance aux antibiotiques et ça a un coût puisque c'est des arrêts de travail, c'est des invalidités, etc. Donc de la promesse d'un patient de venir pour avoir un traitement à une impasse thérapeutique, c'est-à-dire que vous n'avez pas de réponse et vous n'avez pas de solution. Le fond du problème, c'est que dans le temps, on avait beaucoup d'antibiotiques. En 1984, vous aviez à peu près 18 antibiotiques qui étaient approuvés. Si vous allez aux années 2012, vous n'en avez que 2. Donc on voit bien qu'il y a de moins en moins de nouveaux antibiotiques et que les laboratoires qui font de la recherche dans les antibiotiques, il y en a de moins en moins également. Si on voit en 1994, on avait 18 laboratoires qui avaient un programme de développement, de recherche et de développement. Vous allez aux années 2012, on n'a plus que 4 laboratoires. À votre avis, pourquoi les laboratoires se désengagent de la recherche dans les antibiotiques? Parce que ce n'est pas rentable. Si vous mettez dans la recherche, je ne sais pas, dans les maladies chroniques, dans l'asthme, dans l'hypertension, ça sera efficace pendant de longues années. Donc, ce n'est pas des œuvres caritatives. Par contre, si vous êtes dans les antibiotiques, ça a un coût, la recherche, et bien sûr, il faut amortir. Donc, si au bout de quelques années, vous avez des résistances et que plus personne ne prescrit votre antibiotique, eh ben, c'est la raison pour laquelle seulement 4 laboratoires, dont GSK, ont encore des programmes de recherche et de développement. Donc c'est un enjeu planétaire, la résistance aux antibiotiques. Et d'ailleurs, le professeur Seth Davis, comme je vous disais, l'OMS et les experts de l'OMS sont très préoccupés par cette situation. Parce que si rien n'est fait, il n'y a pas de nouveaux antibiotiques, il y aura encore des antibiotiques, mais ils ne seront pas efficaces. Donc c'est comme s'il n'y en avait pas, et donc c'est comme si on se retrouvait à l'ère avant les antibiotiques, avant que Fleming découvre les antibiotiques. Et d'ailleurs, Fleming avait dit, c'était en 1920, il avait dit, écoutez, c'est une arme rebelle, c'est une arme pour l'humanité. Dès qu'il y a eu les antibiotiques, l'humanité a gagné au moins 20 ans d'espérance de vie. C'est à partir de là que les gens ont commencé à avoir une espérance de vie plus longue. Mais il avait
à cette date-là déjà prévenu que si on n'utilisait pas bien les antibiotiques, on aurait de plus en plus de résistance et à de plus en plus de familles. Et c'est le cas, on le voit maintenant. Si on voit la résistance aux antibiotiques comme ça, c'est une boîte de pétri avec un Pseudomonas aeruginosa et on voit. Par contre, en fait, dans le vécu, c'est des patients soit avec des échecs thérapeutiques, avec des décès. Donc, le constat est là. Les décès imputables. Jusqu'à maintenant, si vous voyez dans votre entourage, la majorité des décès, les gens décèdent, c'est surtout par oncologie. C'est les cancers maintenant où on a le plus fort taux de décès. Si on se projette à l'aube 2050, c'est dans 30 ans. 30 ans, c'est rien du tout. Le nombre de décès, si vous voyez bien, par AMR, c'est-à-dire antibiorésistance, il sera de 10 millions alors qu'il dépassera les cancers qui seront de 8,2 millions. Ça sera la première cause de mortalité. Vous imaginez? C'est-à-dire que n'importe quelle petite infection, vous dans la salle, un panari, n'importe pourra emporter quelqu'un si on donne des antibiotiques et que ça ne répond pas. Donc, ce n'est pas une pathologie, je ne sais pas moi, quelqu'un qui a une maladie cœliaque, il y en a un dans la salle qui sera concerné. On est tous concernés parce qu'on n'est pas à l'abri d'une infection, aussi minime soit-elle. Bien sûr, où c'est qu'on va retrouver ces décès? On va les retrouver principalement en Asie et en Afrique. Pourquoi? Parce que c'est des continents où il n'y a pas de politique rigide, stricte en termes d'usage des antibiotiques. Et vous savez que, par exemple, pour qu'on parle de la Chine, il y a un usage effréné des antibiotiques. Aussi bien, on va le voir dans les slides qui viennent, en médecine humaine que vétérinaire. On va voir le rôle des antibiotiques chez les animaux et c'est pour ça qu'on aura le plus de résistance et le plus de décès dans ces continents. Et je disais déjà que c'est devenu une priorité pour l'OMS où on a de plus en plus d'événements pour lutter contre la résistance avec des recommandations en termes de bon usage des antibiotiques. Que ce soit aussi bien pour les médecins que pour les pharmaciens par rapport à des actions données qu'on verra un peu plus loin. Donc, quelles sont les causes de la résistance ? C'est vrai que souvent on me dit oui, c'est les malades qui ne terminent pas leur traitement, qui ne prennent pas à une posologie adaptée. C'est une des causes, mais vous allez voir qu'elle est multifactorielle. Il n'y a pas une seule cause. L'une des causes, ce n'est pas cité par ordre d'importance, c'est cité juste comme ça. C'est d'abord la présence des bactéries résistantes dans l'environnement déjà. Je donne un exemple, si vous avez par exemple une usine qui produit des antibiotiques et qui va déverser ses déchets dans la nature, le paysan qui est à côté, il va arroser avec cette eau où il y a déjà des antibiotiques. On donne aussi des engrais et vous aurez des légumes qui ont poussé dans un terreau d'antibiotiques. La deuxième cause également, comme je disais, c'est l'utilisation d'antibiotiques, surtout chez les animaux. Il faut savoir que, par exemple, si on cite les États-Unis, les antibiotiques sont prescrits plus chez les animaux que chez les êtres humains. Et à titre d'exemple, on ne donne pas des antibiotiques, bien sûr qu'il faut. Les bêtes ont le droit, les animaux ont le droit à être traités. Mais ce n'est pas de l'antibiothérapie curative. C'est une antibiothérapie même pas prophylactique, c'est une systématique. Pourquoi ? Parce que, premièrement, si vous stockez dans 10 mètres carrés, je dis n'importe quoi, un nombre de bêtes plus qu'il n'en faudrait, fatalement, avec la promiscuité, ces bêtes vont être malades. Donc, on donne systématiquement. Et ce qui est encore plus grave, c'est que ce n'est même pas au cas où ils seraient malades, c'est pour qu'ils prennent du poids. On leur donne. Et tout le monde se souvient de cet exemple de l'Aïd d'il y a 3 ou 4 ans,
où on avait eu des moutons qui étaient verdâtres parce qu'ils n'avaient pas encore eu le temps d'éliminer les antibiotiques qu'ils avaient ingérés. Et donc, vous mangez un steak ou bien une aile de poulet, mais qui est déjà plein d'antibiotiques. Et ça aussi, c'est une raison d'antibiorésistance. Donc voilà pourquoi la médecine, l'antibiothérapie chez les animaux, c'est quelque chose de très très important et qui reste une priorité. On a aussi les antibiotiques en milieu hospitalier. Vous savez que la durée d'hospitalisation des patients, bien sûr, on cherche la rentabilité aussi en hospitalier. On ne retient pas les malades comme auparavant. Dès qu'on peut, on essaye de raccourcir. On a même des hospitalisations de jour. Donc le patient rentre le matin et sort l'après-midi. Et c'est pour ça qu'on dit bien antibiothérapie de couverture, c'est-à-dire que le médecin, pour se couvrir, va donner un antibiotique. Il sera plus tranquille pour faire sortir le patient, d'autant plus qu'on a de la chirurgie parfois qui est un peu invasive. Et voilà pourquoi on prescrit trop d'antibiotiques en milieu hospitalier. La dernière cause, et c'est celle qui est la plus commune et celle qui vous concerne de plus près, c'est la prescription inappropriée. Qu'est-ce qu'on veut dire par prescription inappropriée? C'est-à-dire, soit c'est une pathologie qui est virale et donc ça ne sert à rien de donner des antibiotiques. On le voit bien à la période de la grippe, vos chiffres, vous voyez que vous avez beaucoup d'antibiotiques, alors que ça passera avec ou sans traitement. Donc la première chose, c'est les antibiotiques dans une pathologie virale. Ce qu'on veut dire aussi par le terme prescription inappropriée, c'est-à-dire que c'est une infection bactérienne, mais ce n'est pas le bon antibiotique qu'on a donné. Il y a une hiérarchisation dans les antibiotiques. Donc, dans ce cas également, on appelle ça une prescription inappropriée. Et puis l'augmentation du nombre de patients qui sont l'espérance de vie des patients augmentant. On a des patients qui sont multitarés, donc on a peur, qui ont une immunité diminuée, on a peur. Et donc dans les deux âges extrêmes, que ce soit en pédiatrie ou bien en gériatrie, on donne beaucoup d'antibiotiques. Donc vous voyez bien qu'on ne va pas incriminer une seule cause, elle est multifactorielle et c'est pour ça que c'est un peu difficile de lutter, parce qu'il faudrait agir tous ensemble sur tous ces facteurs. Donc on va avoir une augmentation de plus en plus fréquente à toutes les classes d'antibiotiques, sans exception, et que ce soit le pneumocoque par rapport aux bêta-lactamines, le pneumocoque et les macrolides, les céphalosporines de troisième génération et les BLSE, l'Escherichia coli. Tous les germes vont développer des résistances à tous les antibiotiques. Mais par contre, ce qui est encourageant, c'est qu'on sait qu'il y a une relation entre l'augmentation de la consommation et l'augmentation de résistance. Vu qu'il n'y a pas de nouveaux antibiotiques, le seul espoir, c'est de diminuer la consommation et de diminuer la résistance. Donc, heureusement que c'est inversement proportionnel. Donc, c'est du bon usage des antibiotiques qu'on arrivera à faire reculer la résistance bactérienne. Si on veut illustrer ça, on va le voir par exemple en France, entre l'année 2000 et 2013, vous voyez qu'en 2004, entre 2000 et 2004, on a une baisse nette de la consommation journalière des antibiotiques. À votre avis, pourquoi est-ce que durant cette période, durant les 4 ans, on voit les antibiotiques diminuer? Parce que, comme je parlais de politique, c'est à ce moment-là que la caisse d'assurance sociale a commencé à hiérarchiser, à ne pas rembourser des antibiotiques seulement dans des indications bien spécifiques. Donc quand vous touchez à la poche du patient ou bien que le médecin se fait taper sur les doigts, évidemment on va faire attention quand on a prescrit.
l'assurance sociale, et également le matraquage médiatique. Tout le monde se rappelle de ces messages. Les antibiotiques, c'est pas automatique. Ça date de ces années-là. Et donc, il y a eu une prise de conscience et c'est pour ça que ça a baissé. Mais dès qu'on baisse un peu les bras, vous voyez que ça se stabilise et là, ça reprend. Donc là, on était en termes de consommation d'antibiotiques. Si vous superposez ce graphe à celui qui va venir, grosso modo, vous allez voir que ça suit à peu près le même graphe. Ça descend pendant quelques années, tant qu'il y avait une prise de conscience. Et puis là, ça remonte, aussi bien pour les pénicillines que les macrolides. Qu'en est-il en Algérie? Ça, on parlait de la France. Donc, en Algérie, on sait que les antibiotiques représentent près du tiers de la nomenclature nationale. Et si on voit les importations de médicaments seulement sur une année, entre 2011 et 2012, on a eu une évolution de 29% en termes de médicaments et de 19% par rapport aux antibiotiques. C'est énorme. Donc, et bien sûr, une étude sur la consommation a montré que, bien sûr, c'était les bêta-lactamines, les formes orales et les macrolides qui gagnent du terrain et qui sont de plus en plus prescrites en première intention. Et on le voit par rapport à cette étude qui avait été faite dans la région d'Alger entre 2005 et 2012 en pédiatrie, où on voit que certains antibiotiques comme l'amoxicilline, la céfotaxime gardent une sensibilité par rapport au streptocoque pneumoniae. Par contre, d'autres molécules, et notamment on a le regard sur les macrolides, où on a dans les infections respiratoires de moins en moins d'efficacité. Donc, quel pourrait être le rôle du pharmacien d'officine dans la lutte contre l'émergence et la diffusion des résistances? Donc, on va limiter l'émergence par rapport aux efforts concentrés pour s'attaquer à ce problème. On va d'abord, avant de penser au traitement, un geste simple, se laver les mains. C'est le fait de se laver les mains systématiquement et plusieurs fois par jour. Déjà, on est en amont et on va prévenir les infections. On va promouvoir des pratiques de prescription adéquates auprès des professionnels et du grand public, et on va instaurer des systèmes de surveillance et des directives pour avoir une approche fondée sur ce problème. Donc, c'est vrai qu'on parle du médecin de famille, mais on a également de plus en plus le pharmacien de famille, si je puis dire. Le pharmacien, vous savez que l'accès au pharmacien, un médecin, il a des heures. Mais le pharmacien, c'est celui qui a en nombre d'heures d'accès, c'est celui qui est le plus accessible. Donc, fatalement, le malade va se diriger automatiquement, va chercher un conseil, et on dit bien pharmacien conseil. Et donc, en termes d'antibiothérapie également. Oui, et gratuitement. Le monsieur a dit gratuitement. Donc, le pharmacien est en droit de juger du caractère opportun de la mise en place de l'antibiothérapie. Il a ce droit. La pertinence du choix de la molécule. Souvent, il arrive au pharmacien d'appeler éventuellement le médecin pour vérifier si c'est réellement le traitement qui a été prescrit quand il est étonné. Il vérifie la dose, la durée du traitement ainsi que les interactions. Mais en ce qui concerne la résistance, bien sûr, la durée, la dose, c'est quelque chose de très important, le respect des posologies. Et bien sûr, sensibiliser à l'observance du traitement. Ce n'est pas dès qu'on n'a pas de fièvre, on arrête. On doit terminer, pardon, merci. On doit terminer la durée de notre traitement. Il me faudrait des antibiotiques. Donc, on va également encourager les calendriers vaccinaux, tout ce qui est prévention, pour ne pas, et éventuellement, par exemple, quelqu'un qui se vaccine va prévenir une infection qui viendra, donc diminuera la consommation des antibiotiques. Et bien sûr, il devrait y avoir un travail en interaction entre le pharmacien
et les médecins, comme ça se faisait auparavant, qui sont dans le périmètre où ce pharmacien exerce. Et comme il dit, il y a tant de domaines où le pharmacien serait un partenaire exclusif pour la bonne santé, tant dans le plan préventif que dans le curatif et en termes de conseils. Je voulais juste aussi parler d'une dernière chose, c'est que depuis 2017, on a eu une nouvelle liste des médicaments essentiels. C'est-à-dire que depuis 1977 déjà, l'OMS, tous les 2 ans, donne une liste des médicaments essentiels que les gouvernements devraient avoir. Tous les 2 ans, donc on en est peut-être à la 23e édition. Ce qui est nouveau, c'est que sur la liste de mars 2017, on a, en termes d'antibiotiques, on a divisé les antibiotiques en 3 classes. Donc en termes de résistance, ceux qui ont le moins de potentiel de résistance, c'est principalement l'amoxicilline, l'amoxiclave. Et certaines autres molécules, mais dans des conditions bien particulières, en cas de contre-indication, en cas d'interaction médicamenteuse ou de l'allergie. Dans la 2e classe, vous avez les macrolides, les céphalosporines de 2e et 3e génération et les fluoroquinolones. Et bien sûr, la dernière classe qui est la plus inductrice et qui devrait être réservée à des secteurs hospitaliers et même hospitaliers, mais en infection, en termes d'infection, donc c'est les céphalosporines de 5e et de 4e génération. C'est pour ça que quand on prescrit, il faut respecter les recommandations, ou bien quand quelqu'un demande un conseil, maintenant on a tendance à aller vers les macrolides rapidement parce que c'est parfois quelques jours de traitement, mais il faut savoir que quand on donne un antibiotique en conseil ou bien quand on le prescrit, on va mettre d'une main l'efficacité, mais on va voir de l'autre côté le pouvoir de cette molécule d'induire une résistance probable. Quand on peut donner par crescendo une molécule tout aussi efficace que l'autre, mais avec un pouvoir d'induire une résistance moindre, on commencera par celle-ci et on réévaluera dans les 2 ou 3 jours. Si ça va, c'est très bien. Sinon, on passera à une autre molécule. Je vous remercie. Je suis désolée pour la dernière slide qui a sauté. Merci.